On est de retour avec toi, Julien, donc pour la suite de ta chronique autour des écrivains voyageurs. Exactement, donc là je vais vous parler désormais de Sylvain Tesson, après Eri De Luca. Voilà, parce qu'il y a une vraie correspondance, il y a des points communs entre les deux. Des amoureux de la montagne, même si c'est pas l'objet de Bérésina, mais il en fait un petit peu allusion à un moment. Je vais vous lire une citation qu'il y a au début du bouquin. C'est quelque chose qu'aiment bien faire les écrivains. C'est un peu pour donner voilà, déjà le ton du livre, et souvent ça fait aussi hommage quelque part aux écrivains qu'ils aiment. Bérésina, nom féminin. Rivière de Biélorussie, affluent du Dniepr, 613 km. Fut le théâtre l'une des batailles opposant Napoléon aux troupes du tsar en 1812, lors de la fameuse retraite de Russie. Ou alors Bérésina, familier, c'est la Bérésina, expression désignant une situation cataclysmique. Bah, que t'arrive-t-il, gros? T'as l'air en pleine Bérésina. Extrait de San Antonio. Et je vais vous lire également la quatrième de couverture, qui est pas toujours très bien écrit, mais là pour le coup c'est assez synthétique, assez complet, et ça va bien vous expliquer le propos du livre. Il y a 2 siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que de haut débit. Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou. Tout commence en 2012. Sylvain Tesson décide de commémorer à sa façon le bicentenaire de la retraite de Russie. Refaire avec ses amis le périple de la Grande Armée en sidecar. De Moscou aux Invalides, plus de 4000 km d'aventure attendent ces grognards contemporains. Dans ce livre Bérésina, on alterne entre voyage physique, le périple en moto des 3 amis, et le voyage dans le temps, le récit de la retraite de Russie à cheval. Le découpage en chapitres du livre suit le découpage de leur voyage en étapes. Pour eux, il s'agit d'éprouver 2 siècles après, et avec certes plus de moyens, ceux qu'ont vécu des soldats dans le froid glacial de la Russie et des pays de l'Est. Il s'agit de marcher dans leurs pas. C'est donc un voyage d'empathie qui est entrepris. Au fil des pages, Sylvain Tesson nous montre vraiment la porosité entre passé et présent. Dans le premier chapitre, l'auteur nous parle des préparatifs de son voyage, notamment le fait de trouver un sidecar. Et c'est cet extrait que j'ai choisi de vous lire. Et on découvre leurs préparatifs, leur quête d'une moto qui est déjà une aventure en soi. En allumant le plafonnier d'un box, nous le découvrîmes, vert kaki, prêt à nous projeter dans un fossé biélorusse. Notre sidecar. Pour désigner cet engin, l'expression motocyclette à panier adjacent est plus esthétique. Ces machines sont des fleurons de l'industrie soviétique. Elles promettent l'aventure. On ne sait jamais si elles démarreront et, une fois lancées, personne ne sait si elles s'arrêteront. Les soviétiques les construisirent dans les années 1930 sur le modèle des BMW, de l'armée allemande. Dès lors, elles allaient couvrir le territoire de l'Union soviétique. La vision d'une Ural, donc ça c'est le nom de la moto, pilotée par Oleg, moudjik à casquette, chargé d'enfants à l'arrière, avec dans le panier une paysanne à fichu rouge, Tatiana ou Lena, et un bidon de lait accroché à la roue de secours, est un archétype jungien de la ruralité russe. Aujourd'hui encore, pas un village où l'on en trouve 3 ou 4 modèles rouillant dans les ombolifères. L'usine Ural continue à vomir ses machines à l'identique. Elles seules résistent à la modernité. Elles plafonnent à 80 km/h. Elles vont par les campagnes dépourvues d'électronique. N'importe qui peut réparer avec une pièce de métal. Elles sont d'un temps où l'homme n'était pas l'esclave de l'électronique, où la sidérurgie régnait dans sa simplicité. Pour les conduire, il faut de l'habitude. Ne pas tourner trop vite, à droite, sous peine de soulever le panier. Corriger en permanence le déport vers la gauche. Il faut être ôté d'une vie intérieure, car l'Oural est lente. Et la Russie sans fin. Depuis 20 ans, poussé par un mélange de fascination et de masochisme, j'achetais ces machines. En fait, j'aurais aimé mourir à bord. Dans cet extrait, il y a déjà un peu tout Sylvain Tesson, parce qu'il y a son goût de l'aventure, et son regard, on va dire, critique, très sceptique par rapport à certains aspects et dérives du progrès. Donc les 3 amis n'attachent pas un soin très méticuleux à leur préparation. Parlant de son ami Grasse, Sylvain Tesson dit un moment « Il prenait la prévoyance pour une vulgarité », pour dire vraiment qu'il part à l'arrache. À un moment, Sylvain Tesson fait le constat suivant. Nous étions trop peu couverts. Les moins 17 degrés me mordaient les rotules. Et des camions laitons surgissaient plein pot à notre faible poupe, nous frôlaient, maculant nos vestes de giclures de neige. Donc là, ils font l'expérience d'une nature inhospitalière
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est très loin de la nature idyllique, ou très loin de la nature des cartes postales. Donc en cours de son récit, Sylvain Tesson déclare régulièrement sa flamme à la littérature. À un moment, il écrit « Les livres seraient nos guides sur la route, nous diraient où passer, où sonner la halte. Le soir, en les ouvrant, un autre voyage commençait, non plus sur le goudron des diagonales, mais dans les souvenirs des survivants de 1812, qui puisent vraiment leur carburant, pas seulement dans les motos, mais aussi dans les livres qu'ils lisent le soir pendant chaque halte. » On peut voir le livre Bérésina comme un acte de commémoration, mais une commémoration qui serait active, vraiment passionnée et vraiment enfiévrée. À propos, on le sent inquiet du travail de sape du temps, fossoyeur accomplissant sa besogne de manière inexorable. Nous laissons des petits villages, les gaz à fond, et l'Oural tracé à 80 km/h. Ici un supermarché, ici une station-service. Partout où les soldats étaient tombés, les hommes avaient repris le cours de leur vie et érigé les bâtiments nécessaires à leur confort. L'homme s'était habitué à vivre sur les ossements des morts. Par ce constat, on touche là aux limites et même à l'impossibilité de retrouver les traces de siècles plus tard. Et finalement, on s'aperçoit que seuls les récits littéraires, seuls les témoignages semblent capables de restituer fidèlement le passé. Il cite donc les mémoires d'un soldat qui écrit « On nous faisait toujours marcher autant que possible, derrière la cavalerie, afin que nous puissions nous nourrir avec les chevaux qu'il laissait en partant. » Là, pareil, il n'y a rien d'héroïque ou en tout cas de très romantique dans sa vision de la guerre, mais c'est vraiment une vision très lucide. En résumé, on peut dire qu'au cours de son aventure, Sylvain Tesson et ses amis croiseront des politiques russes corrompus, qui les détrousseront de leurs blousons, des paysans ahuris de leur entreprise, mais qui pourtant vont leur indiquer le chemin, des gardiennes de musée taciturnes, et une conférencière passionnée. À son arrivée à Paris, l'auteur nous dit que chaque fin de périple contient en germe sa propre nostalgie et donne, immédiatement, envie de partir. En voyage, l'arrivée procurait toujours un soulagement doublé d'une mélancolie. L'aventure était finie. Le rêve était mort. Il s'était mu en souvenir. Plus tard, il faudrait repartir vers des noms magnifiques. Lorsque j'arrivais au sommet d'une paroi, même mélange de joie triste, d'accomplissement, s'y ajoutait l'impression d'un pas vers la mort. Et on va changer d'air maintenant avec une de vos vidéos.